Mesdames les sénatrices, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je suis heureux d'ouvrir cette table ronde organisée par la chaire UNESCO Femmes et Sciences que j'ai l'honneur de diriger. La chaire est portée par l'Université Paris-Dauphine, PSL, et sa fondation, en partenariat avec l'Institut des politiques publiques et l'Institut Louis Bachelier, et avec le soutien d'Amundi, la Fondation L'Oréal, Generali France, le groupe La Poste et la famille Descours. La chaire tente de se positionner comme une référence académique et sociétale sur la place des femmes dans les sciences, en s'appuyant sur une recherche de pointe, pluridisciplinaire et scientifiquement légitimée. Ce matin et une bonne partie de l'après-midi était organisée une restitution des travaux académiques portés par la chaire. Nous avons donc passé la journée à écouter des travaux rigoureux, des données solides, des analyses fines. Elles convergent toutes vers un même constat. Oui, les discours sur l'égalité n'ont jamais été aussi présents. Oui, les politiques publiques se multiplient. Oui, la question du genre est désormais inscrite dans presque tous les textes stratégiques. Et pourtant, les inégalités persistent. Elles persistent dans les orientations, elles persistent dans les carrières, elles persistent dans l'accès aux ressources, aux postes de pouvoir, à la reconnaissance. Il y a là une tension que résume bien le titre de cette table ronde, un écart croissant entre ce que nous affirmons et ce que nous produisons réellement. Je voudrais partir, si vous permettez, de quelques idées simples. Depuis plus de 20 ans, la recherche a documenté les stéréotypes précoces, les biais d'évaluation, les effets de contexte, les mécanismes d'autocensure, les pénalités associées à la maternité, les violences et discriminations. Nous savons tout cela. Nous savons aussi que ces inégalités ne relèvent pas de déficits individuels, mais de dysfonctionnements structurels et de manque de volonté forte pour agir efficacement et durablement. Alors la vraie question n'est plus pourquoi y a-t-il des inégalités? La vraie question est pourquoi les tolérons-nous encore? Deuxième idée, l'enjeu n'est pas seulement l'égalité, l'enjeu est la qualité même de la science et celui de son impact sur la société. Quand certaines catégories de la population sont absentes ou marginalisées, la science change. Elle change dans ses objets, elle change dans ses méthodes, elle change dans ses priorités. Ce n'est pas une hypothèse théorique, c'est un fait empirique. En médecine, l'absence des femmes dans les essais cliniques a produit des diagnostics erronés, des traitements inadaptés, des pertes de chance. En intelligence artificielle, l'absence des femmes dans les équipes et dans les données produit des algorithmes biaisés, discriminants, parfois dangereux. Ce matin encore, à l'intersection de ces deux champs, la médecine et l'intelligence artificielle, l'une des communications portait sur l'efficacité des modèles d'IA de diagnostic en cardiologie. Et il apparaissait clairement que des modèles d'IA qui seraient entraînés uniquement sur des hommes seraient beaucoup moins performants, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais c'est un fait, beaucoup moins performants que ceux qui seraient entraînés uniquement sur des femmes. Alors il y avait des explications. Il y avait des explications qui étaient apportées, des explications techniques, mais voilà, donc ça nous interroge sur les manières de procéder. Autrement dit, les inégalités de genre ne sont pas seulement une injustice sociale, elles entraînent une défaillance du système de production des connaissances. Troisième idée, nous ne pouvons pas résoudre ce problème avec des actions symboliques et périphériques. Ajouter un prix ici, organiser un événement là, publier une charte de plus, tout cela est très utile, mais insuffisant. Ce qu'il faut, ce sont des transformations structurelles. Transformer les critères d'évaluation, les procédures de recrutement, les trajectoires de carrière, l'organisation du travail scientifique, les conditions de vie des chercheuses et des chercheurs. Cela suppose d'accepter une chose difficile, la neutralité apparente de nos institutions et souvent une neutralité masculine. Quatrième idée, nous devons passer d'une logique de correction à une logique de prévention et d'ancrage. Cela commence très tôt, à l'école primaire, dans les manuels, dans les représentations,
dans la formation des enseignants. Mais cela continue tout au long de la carrière, dans l'encadrement doctoral, dans l'accès au réseau, dans la mobilité internationale, dans l'accès au financement. Il n'existe pas de moment magique où tout se joue. Il existe une accumulation de micro-désavantages. Cinquième et dernière idée, nous devons cesser de penser ces enjeux comme des questions de femmes. Ce sont des questions de gouvernance scientifique. Quand une organisation accepte de perdre une partie de ses talents, elle accepte d'être moins performante, moins innovante et parfois déconnectée de la réalité. Quand elle accepte des environnements toxiques, elle accepte une baisse de créativité et une fuite des compétences. Quand elle tolère des biais, elle accepte une science de moindre qualité. L'égalité n'est pas un supplément d'âme, c'est une condition de l'excellence. C'est pourquoi je souhaiterais que cette table ronde ne soit pas simplement un espace de discussion. Je souhaiterais qu'elle soit le point de départ d'un engagement collectif. Nous pourrions proposer, à l'issue de nos échanges, un appel, un texte qui dise « voilà ce que nous nous engageons à faire », un engagement à agir, un engagement à changer nos pratiques, un engagement à rendre des comptes. C'est à ce prix que les discours d'égalité deviendront des réalités d'égalité. Je vous remercie. Merci Eliès, bonsoir mesdames et messieurs. Donc pour ma part, je m'appelle Jean Rognetta, je suis journaliste et c'est la deuxième fois qu'Eliès, vous me priez à venir modérer cette table ronde en conclusion du colloque de la chaire, malgré une double évidente insuffisance de genre et surtout d'ignorance encyclopédique en la matière. Donc je vais essayer de me cantonner dans mon rôle de journaliste et poser des questions plutôt que apporter des réponses. Mais tout de même, Eliès, je vous trouve extrêmement optimiste. Ah, vous n'y attendez pas, celle-là. Mais discours d'égalité ? Moi, et le titre, n'est-ce pas, de cette table ronde, c'est « Discours d'égalité, mais inégalité persistante ». Je veux bien les inégalités persistantes, on en parlera dans une minute, mais moi, j'ai plutôt vu un retour de l'obscurantisme et de la tolérance dans le discours général qu'un discours d'égalité. Et donc, sans aller plus loin... Mélanie Guénet, je ne vais pas vous présenter, vous le ferez bien mieux que moi. Vous êtes fondatrice du collectif Maths et Sciences. Quel est votre constat en 4-5 minutes, pas plus? Bonjour. D'abord, merci beaucoup à Eliès pour l'organisation de cette journée et de cette table ronde qui apporte toujours des idées pour continuer à réfléchir à ce sujet. Pour répondre à la question, donc, moi je suis maîtresse de conférences en mathématiques à l'université Paris-Saclay. J'ai fondé le collectif Maths et Sciences il y a 4 ans sur la base d'une analyse de la politique éducative sur cette question des filles dans les classes du lycée en sciences et en mathématiques en particulier. Et du coup, puisqu'il faut faire des constats sur cette évolution de la place des femmes, si on regarde avec un peu de recul, c'est vrai que du point de vue scolaire, le bac n'a que 100 ans pour les femmes. Il en a plus de 200 pour les hommes. Ça fait une différence. C'est parce qu'on a pris de l'avance voilà. que... Donc il y avait une certaine avance qui a été résorbée grâce aux différentes lois qui ont peu à peu permis à la femme de s'émanciper dans la vie sociale. Et ça s'est traduit à l'école. Donc ça s'est traduit à l'école par une augmentation fantastique des filles dans tous les parcours, y compris les parcours scientifiques. Donc si on regarde ça d'un peu loin, je dirais que par exemple, on va se plaindre aujourd'hui qu'il n'y a que 30% de femmes ingénieures, mais il y en avait 7% en 1960, donc il y a eu une grande évolution. Elle est lente, c'est ça qu'on peut reprocher, c'est qu'elle est lente, mais elle existe. Alors par contre, là où on peut s'interroger sur la période récente, c'est que cette évolution des femmes dans les filières scientifiques et au lycée, elle s'est faite de façon régulière et lente, y compris au lycée général, dans les filières scientifiques, jusqu'en 2020. Et en 2020, la réforme du lycée, qui a abandonné l'idée des séries, a détruit en fait cette progression qui avait lieu depuis plusieurs décennies dans la part des femmes dans les filières scientifiques et a fait chuter de moitié les effectifs de filles dans les filières scientifiques du lycée. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau, dont on n'a pas encore mesuré
toutes les conséquences dans le supérieur, parce qu'il faut du recul, en fait. Ces effets de structure, ils vont avoir un impact majeur au niveau du lycée quand la structure du lycée change. Mais pour voir les évolutions dans le supérieur, il faut attendre quelques années. Et là, on va bientôt arriver au constat de ce qui s'est produit il y a 5 ou 6 ans au niveau des classes de lycée. Voilà, donc je dirais il y a ces deux choses-là, à la fois une évolution positive dans toutes les filières, y compris les sciences. Et alors là, moi j'ai parlé des filières d'ingénieurs, mais si on parle des sciences tout compris, actuellement à l'université, enfin dans les années récentes, avant cette réforme, on est à plus de 42% de femmes dans les filières scientifiques. Donc c'est pas si mal, on est quand même assez proche de la parité. Il y a seulement des différences de répartition des filles parmi les sciences. Et c'est ça la vraie question. Donc, si on veut vraiment affiner l'analyse, il faut regarder quelles sont les filières sous-féminisées et pourquoi. Mais ça, on y viendra tout à l'heure. Alors, je note quand même, Elisabeth Moreno, que vous étiez ministre en 2020, au moment où ce retournement que Mélanie Guénet vient de... mais on attendra pour le droit de réponse la fin de la table ronde. Ça y est, à force de dire des bêtises, je me suis perdu. Isabelle Gallagher, quel est votre constat ? Oui, bonjour, donc, je suis Isabelle Gallagher, je suis mathématicienne. Et présidente de la Société mathématique de France, j'aurais dû le dire. Je vais le dire. Eh ben voilà. Et présidente de la Société mathématique de France. Donc je suis là au titre de mathématicienne. Je ne suis ni statisticienne ni sociologue, donc je n'ai pas vraiment mon mot à dire, je pense, mais je vais faire des constats en tant que mathématicienne. Et évidemment, en tant que présidente aussi de la SMF, je commence à avoir quelques chiffres en tête. Alors je vais reprendre un tout petit peu le contre-pied sur ce qu'a dit Mélanie. Je vais être un petit peu plus négative peut-être dans mon constat, pour plusieurs raisons. Alors, moi je parle peut-être... Pour parler un petit peu différemment, je vais parler plutôt de l'université, où là, dont j'ai entendu 40% de femmes, effectivement, en sciences, mais tout confondu. Effectivement, si on voit des sciences fondamentales, là, on est plutôt à 30% en licence, puis ça chute gentiment jusqu'au doctorat, où il y a plutôt 23% de femmes en doctorat de sciences fondamentales. Et si on regarde les chiffres depuis 10 ans, 15 ans, ça ne change pas, ça ne s'améliore pas. Alors, j'ai un exemple que j'aime beaucoup donner. Donc, c'était avant 2020 ? Voilà, oui. Donc, tout n'est pas de votre faute. Mais je ne parle pas du bac. Hein. Le bac a été effectivement catastrophique en 2020. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sur ce constat. Mais je vais parler peut-être aussi de la profession de mathématicienne. Donc, il y a une association que je vois ici, Colette Guillopé, donc Femmes et Mathématiques. Donc, cette association fait des statistiques depuis très très longtemps sur la part des femmes en mathématiques. Et il y a une courbe que j'aime bien en tout cas décrire, qui montre la part des femmes en maths depuis 1996, je crois. Donc en 1996, il y avait 21% de femmes en mathématiques, en mathématiciennes. Et puis la courbe évolue au cours du temps, comme ça. Voilà. Et puis on arrive en 2022, 23, 24, et un petit frémissement, on est à 22%. Voilà. Donc depuis 1996, le constat, c'est qu'il ne s'est rien passé. Alors, en fait, ce n'est pas vrai. Si on ne serait pas là, les associations ne seraient pas là, ça serait pire. Donc, on peut dire que ce n'est pas si mal. Mais le constat que je fais, moi, c'est qu'on a beau, nous, faire toutes sortes de choses, s'agiter beaucoup pour ce qui est plus de femmes mathématiciennes. Le résultat est là, rien ne change. Alors, c'est même pire que ça. Comme Mélanie, si on essaie d'être plus précise, en maths fondamentales, la part des femmes, si on la regarde, elle chute gentiment. En tout cas, professeur, ça chute très très régulièrement. Si on ne fait rien, il y aura 0 femme mathématicienne en 2075, en mathématiques fondamentales, professeur. Alors ça, c'est formidable. Alors, il y a un penchant féminin pour les mathématiques appliquées. Enfin, alors, comment ça se passe, penchant, on pourra en reparler de ce penchant. Hein, mais en tout cas, juste voilà, les mathématiques appliquées, donc, comme on dit, ou en tout cas moins fondamentales, on pourra rediscuter de cette définition si vous voulez. Donc là, ça croît un petit peu, donc on peut être très optimiste là-dessus. Pour arriver à la parité, si on continue à croître comme on croît en ce moment, on arrivera à la parité en 2275. Ben voilà, il suffit d'attendre. C'est un constat optimiste finalement que je fais. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Restons optimistes, Isabelle Régnier. Parce que de mémoire, vous faites à peu près le même constat entre les maîtres de conférences et les professeurs à l'Université de Marseille. Ah oui, je ne vais pas être très optimiste non plus. Donc, moi, je suis professeure de psychologie sociale à Aix-Marseille Université. Depuis 2020, je suis vice-présidente de cette université à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations.
avec justement pour objectif d'essayer de mettre en place des actions qui soient adossées aux résultats de la recherche. Voilà, c'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle j'ai accepté cette mission qui m'a clairement détournée de mon métier premier, qui est de faire de la recherche. Voilà. Mais il me semblait que justement c'était important parce qu'après 25 années de travaux sur le sujet, il me semble que nous avons accumulé suffisamment de compréhension sur les explications du constat pour arriver à décliner des actions scientifiquement légitimées. Je reprends ton expression, Eliès, parce que je pense qu'elle est extrêmement importante. On pourra en reparler, mais je pense qu'il ne suffit pas. Je vous propose de rester sur le constat et puis Oui. on ira vers les propositions. Mais ce constat, donc, Le constat, il est le même partout. À l'université, il y a une sous-représentation des femmes. Évidemment, elle est massive dans mais les est-ce que- sciences et technologies. et ça stagne. Ça stagne. Ça n'empire pas, mais ça ne s'améliore pas. c'est Non, ça ça ne s'améliore pas. Et surtout, cette surreprésentation, elle est d'autant plus importante que l'on monte au niveau des postes de rang A, c'est-à-dire les postes de professeurs d'université, qui sont aussi les postes les mieux rémunérés. Et ça, finalement, ce plafond de verre, on l'observe quelles que soient les disciplines. Alors, il est encore plus important pour les mathématiques, la physique, la mécanique, l'informatique, mais on retrouve le plafond de verre, y compris dans les filières où, justement, les femmes sont surreprésentées dans les rangs B, c'est-à-dire les maîtres de conférences. Donc, même lorsque le vivier est là, où les femmes sont surreprésentées, sont au-delà de 60%, parfois 70%, maîtresses de conférences, eh bien, elles ne sont que 45% professeurs des universités. Donc, cela interroge aussi. Mais alors, ôtez-moi d'un doute, Isabelle, les maths fondamentales, c'est mieux payé? Non, ça serait, il y a une Voilà. réponse. Non, je pense qu'il y a pas, le salaire ne dépend pas de ce qu'on fait. Hein. D'accord, donc c'est juste on est fonctionnaire. considéré plus prestigieux et donc c'est plus masculin, enfin, comment ça Absolument, alors, on peut en parler si vous voulez dès maintenant. Parlons-en, oui, rapidement. Parlons-en, il n'y a pas de tabou. Donc les maths fondamentales, effectivement, sont considérées comme plus prestigieuses. Il y a une espèce d'échelle dans les mathématiques, alors pas de manière générale par tout le monde, évidemment, hein, mais il y a une échelle implicite, plus ou moins dite, comme quoi les mathématiques les plus abstraites, les plus perchées, si j'ose dire, seraient la branche la plus haute de l'arbre. Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Alors que, évidemment, dans l'histoire des maths, évidemment que les maths fondamentales ont eu des applications. On ne fait pas des maths forcément pour les applications, mais il y en a, et on n'est pas obligé de les chercher. Mais cette hiérarchie est complètement absurde. Donc c'est même pas une question d'argent, c'est vraiment une question de hauteur de la branche. C'est une question aussi d'auteur de la branche, alors qu'on a décidé soi-même hein, de mettre les branches où on voulait. Hein. Charlotte Jacquemot, vous êtes donc directrice du département d'études cognitives à l'École normale supérieure. D'abord, qu'en est-il rue d'Ulm? Et ensuite, que peut-on faire? Alors, j'ai les chiffres 2025 de la rue d'Ulm. Donc, il y a un concours sciences et un concours lettres. Le concours CPGE en sciences, en 2025, il y a eu 15 femmes recrutées sur 95 personnes. Et si on enlève la bio, parce que c'est là où on a les femmes, il n'y a plus que 8 femmes recrutées sur 74 personnes. Donc, c'est des chiffres qui font vraiment froid dans le dos. Et pourtant, c'est une branche assez élevée dans l'arbre. Et en fait, ce qu'on peut regarder aussi, c'est combien il y a de candidates, le pourcentage de candidates, et combien on va recruter de femmes. Et en fait, il y a à peu près entre 20 et 25% de candidates, mais on ne va recruter qu'entre 10 et 15% de femmes. Donc, on perd des femmes au concours. Donc, il y a vraiment un problème. C'est un problème en sciences, avec des chiffres affreux, mais j'ai quand même aussi regardé les chiffres lettres, parce que ça donne des indications sur ce qui se passe. Donc, sur 97 personnes recrutées en lettres, on a 46 femmes. Donc on se dit, ah bah c'est bien, finalement, on n'est pas si loin de la parité. Mais ce qu'il faut regarder, c'est combien la proportion qu'on avait de candidates. Et en fait, on avait 68% de candidates. Et on n'a recruté que 47% de femmes. Donc ça veut dire que même en lettres, on perd des femmes. Et pourquoi? Parce qu'on fait référence au prestige, au talent, à l'effet brillant. Et donc là, on parle des sciences, et c'est très bien, parce que les chiffres sont vraiment catastrophiques, mais c'est des choses qu'on peut reproduire à peu près à l'infini. Partout, il y a cet effet de prestige et de brillant. Est-ce que c'est dû à la structure du concours? À quoi est-ce dû? Alors, le concours, il arrive quand même en fin de parcours d'une scolarité. Avant le concours, il y a eu la crèche, qui a déjà posé les premières pierres. Et puis le code génétique, tant que vous y allez. Alors, non, justement, on va parler du code génétique. Il y a eu l'école qui a mis une autre couche avec des ouvrages très genrés, très stéréotypés, des enseignants qui n'agissent pas de la même façon avec les garçons et les filles,
Il y a eu à la maison, ou même quand on emmène les enfants au musée scientifique, on passe 3 fois plus de temps à parler à ces petits garçons des faits scientifiques qu'à ces petites filles. Et il y a eu les médias qui en ont remis une autre couche, où les femmes sont forcément et jeunes et peu qualifiées. Donc, Sauf que si j'ai bien compris, enfin, j'ai retenu les chiffres sur les lettres, vous me disiez que la part des femmes baisse au concours elle-même entre l'effet de prestige qui fait que, quelque part, on ne va pas évaluer de la même façon les filles et les garçons. Et ça, on a plein de données là-dessus aussi. Un CV exactement égal, le CV avec un prénom de garçon va toujours être évalué de manière plus positive que le CV avec un prénom de fille, exactement identique. Donc là, il y a des données scientifiques qui s'accumulent, qui ne font que s'accumuler au cours des années. Et en sciences, enfin, un domaine que je connais bien, donc la recherche scientifique, où on publie des articles scientifiques, à contribution égale, une femme va être moins créditée en tant qu'autrice qu'un homme. Donc ça, c'est vraiment, enfin, c'est des choses qu'on retrouve à peu près partout. Et on parlait de la génétique, quand même, on va faire un point. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence biologique entre les hommes et les femmes. Merci de l'avoir dit. Aucune différence entre le cerveau des hommes et des femmes qui explique ces chiffres. Bien, sauf que ça s'aggrave juste après, quoi. Ça commence à s'aggraver après. Ah ben ça commence très tôt, en fait. Enfin, ça pas s'aggraver, commence même plutôt à sur se détériorer. l'interprétation des pleurs des enfants en fonction de ce qu'on imagine comme genre. Donc ça commence très très tôt. Et donc quand on arrive... Oui, Madame la Ministre, bien sûr. Permettez-moi. Peut-être qu'on peut juste s'arrêter un instant et se dire que les femmes ne sont pas le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en étais à la part des femmes. Donc on fait ce constat, et ça a des conséquences, et vous les avez très bien soulignées, Elias, ça a des conséquences en termes d'innovation scientifique, innovation technologique, en termes de compétitivité économique, mais aussi en capacité à résoudre des conflits, et peut-être que là on peut se poser la question en 2026, en capacité à résoudre la crise climatique ou des crises sanitaires. Donc c'est pas accessoire, en fait. C'est pas qu'un problème de morale, le problème de parité. Non, j'entends bien, mais quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Alors, je vais pas... Non. À l'ENS, donc alors, il y a 3 types de choses qu'on peut faire. On a 3 leviers. Le premier, c'est il faut qu'on fasse venir les femmes à l'ENS et qu'elles aient envie d'y rester, qu'elles se sentent bien à l'école. Donc ça, c'est le premier levier sur lequel on travaille. Et comment on fait ça? Il y a plusieurs choses qu'on a mis en place. Donc là, on parlait des concours, où il y a vraiment un problème au concours. Depuis l'an dernier, on a mis en place une formation, une sensibilisation aux biais de genre et aux stéréotypes pour tous les membres des jurys de toutes les ENS. Et dès cette année, je me tourne vers Laura Chobard, dès cette année, il y a Polytechnique qui s'associe à ce mouvement et Centrale Supélec également. Donc on va sensibiliser les membres des jurys à ces questions de biais genrés. Donc ça, c'est pour le concours classe prépa. On a un autre concours qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle le concours normalien étudiante-étudiant, qui est un petit concours, on ne devient pas fonctionnaire, donc on a un peu plus de marge de manœuvre sur ce qu'on peut faire. Et ce concours-là, il y a certaines matières où on n'est pas du tout paritaire, donc notamment les mathématiques, l'informatique et la physique. Et ce qu'on fait depuis 2023, c'est toutes les filles, toutes les femmes qui rentrent via ce concours, leur finance la scolarité, les 3 ans de scolarité, à raison de 1 000 € par mois, et il y a évidemment une place à l'internat. Ce mouvement-là, ça a permis dès la première année d'avoir un concours paritaire en physique et dès la deuxième année, un concours paritaire en mathématiques. Donc on continue et on espère que ça va faire bouger les choses. Donc évidemment, c'est des petites choses, mais c'est aussi comme ça qu'on fera que les choses avancent. La troisième chose, et qui est vraiment aussi importante, c'est, je disais, il faut que les filles elles soient bien à l'ENS et qu'elles y restent. Et ça, il faut vraiment qu'on se pose la question des violences sexuelles et sexistes, qui impactent vraiment à la fois la santé mentale qu'on a dans un établissement, mais aussi les performances. Il y a des études scientifiques qui montrent qu'une ambiance sexiste, ça peut faire baisser les performances. Donc ça, c'est un troisième point sur lequel on intervient très fortement, où tous les membres de l'ENS, que ce soit les étudiants, les étudiantes, mais aussi tous les personnels, sont formés à ces questions-là. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'il faut absolument qu'on éduque et qu'on transmette ces informations qu'on a sur le biais et le genre. Donc là, on commence très tôt, on intervient auprès des scolaires, les stages de 3e, les stages de seconde. Donc tous ceux qui viennent à l'école, toutes celles qui viennent à l'école ont une sensibilisation, bien sûr pas tout à fait la même que celle qu'on fait pour les autres, mais on les forme à ça. On intervient aussi sur des moments plus grand public, notamment la fête de la science, la semaine du cerveau, et également auprès d'enseignants, d'enseignantes ou de futurs enseignants et enseignantes, parce que c'est elles et eux qui après vont être en classe et vont probablement transmettre cette peur des maths, comme ça, c'est des études qui l'ont montré,
que les enseignantes qui avaient peur des maths transmettaient ça aux filles. Donc pour éviter que ça continue, on essaie de rompre cette ligne-là. On parle également avec des décideurs et des décideuses politiques, j'en ai deux à mes côtés, le Sénat, mais aussi au ministère de l'Éducation nationale, la DGESCO ou le CLIMI, qui mettent en place des choses. Et le troisième point qu'on veut faire, c'est on parle beaucoup de rôle modèle. Où sont les femmes? Est-ce que les femmes... Et les femmes, en fait, ne sont pas du tout assez visibles. Donc, si on cherche des rôles modèles, c'est compliqué parce que les femmes sont peu visibles. Elles sont là, mais elles ne sont pas visibles. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on mène des actions pour rendre les femmes plus visibles. Et par exemple, demain, on organise un wiki-marathon pour qu'il y ait plus que 15% de biographies de femmes scientifiques dans Wikipédia. Et on s'y met toutes et tous. Et on travaille sur des biographies de femmes scientifiques. Donc ça, c'est ce qu'on mène au niveau de l'ENS comme action. Laura Chaubard, vous êtes directrice générale de Polytechnique et donc soumise au même concours CGPE avec ses effets inégalitaires. Oui, on observe à peu près les mêmes tendances dans les filières ingénieurs qu'évoquait Mélanie Guéné, une sorte de plafond de verre à 20% qui persiste. Alors on était à 10% il y a 25 ans, mais enfin, à ce rythme-là, effectivement, je pense que on aura encore ces discussions au XXIe siècle. Moi, je voudrais commencer par une anecdote que j'aime beaucoup et qui ne m'appartient pas, parce que c'est Nicole El-Karoui, mathématicienne, grande prêtresse des maths financières à la française, qui me l'a confiée et qui me disait que dans les années 80, quand elle allait dans une conférence internationale de premier plan en mathématiques et qu'une femme prenait la parole, on était sûr que c'était une Française. On était sûr que c'était une normalienne, en l'occurrence. Parce que, à cette époque-là, la France avait mis en place ce qu'on appellerait aujourd'hui des quotas, en tout cas des filières pour former et qualifier et faire émerger des femmes en maths, en physique, de tout premier plan sur la scène scientifique. En cela, et peut-être que c'est pour ça que si on ne fait rien, effectivement, le nombre de mathématiciennes va chuter, parce que ces femmes arrivent proches, je ne vais pas faire de calcul qui les vieillissent, mais proches de l'âge de la retraite, et que la relève n'est pas assurée, puisqu'on sait que quand les écoles normales sont devenues mixtes, Charlotte le décrivait, le chiffre des femmes s'est effondré. Par ailleurs, effectivement, il y a eu ce deuxième choc qui est la réforme du lycée, et pour laquelle moi je serais un petit peu moins pessimiste que Mélanie. Je pense qu'on est encore dans une phase transitoire. Il y a eu, au lancement de cette réforme, un discours, disons naïf, mais répercuté par les chefs d'établissement dans les familles, auprès des élèves, de dire mais faites vos choix, faites les disciplines qui vous plaisent. Bien sûr que physique, musique, c'est un excellent choix comme doublette pour la terminale, alors que le système d'enseignement supérieur ne s'est absolument pas adapté, que les maths sont en France un critère de sélection, parce que c'est une discipline d'excellence, parce que c'est aussi la manière dont la France envisage les sciences. Je dis toujours que c'est la French touch scientifique, d'avoir une approche très mathématique des sciences, et ce qui a fait aussi le succès des scientifiques français. Et donc, on a été dans une sorte d'hypocrisie ces dernières années avec des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi qui se sont retrouvés sur le carreau parce qu'ils avaient pris des doublettes parfois improbables. En tout cas, ils avaient lâché les maths. Et qu'au moment de faire les choix sur Parcoursup, les portes qu'ils pensaient ouvertes se sont refermées. Je suis assez convaincue qu'on est à la fin de cet effet transitoire. Ça, c'est en train de se rétablir. En tout cas, les messages qui sont passés dans les lycées sont beaucoup plus prescripteurs. Quand on va dans les salons étudiants, on entend « gardez les maths, gardez les maths, gardez les maths ». Vous voulez faire du commerce, gardez les maths. Vous voulez faire des sciences, gardez les maths. Voilà. Après, il n'empêche, c'est là où je vous rejoins, que là où les femmes choisissaient à peu près à 50% les filières scientifiques, choisissaient les sciences, et les femmes continuent à faire des sciences de la vie, elles vont massivement en études de médecine. Et bien, quand on leur demande de choisir les maths, là, pour plein de raisons, elles ne le font pas. Elles le font beaucoup moins. Et je pense qu'on a cette cristallisation autour des mathématiques, vue comme une discipline d'excellence, d'exigence,
C'est ce que vous disiez, Isabelle. Plus on va vers les sciences fondamentales, l'abstraction, qui est un critère de sélection et d'exigence à la française, moins on trouve de femmes. Voilà. Donc, dernier peut-être constat. Je rejoins Eliès sur le fait qu'il y a une prise de conscience collective. Il n'y a pas un acteur de l'enseignement supérieur qui ne soit pas d'abord interpellé, mais qui ait pris à bras-le-corps ce sujet. Et je pourrais raconter tout ce que fait l'École polytechnique depuis plus de 10 ans dans ce domaine, que ce soit pour le recrutement des étudiants ou pour le recrutement des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses. Le constat, donc, c'est que ça ne bouge pas beaucoup et que, par ailleurs, ça met une énorme pression sur les femmes dans les laboratoires de sciences fondamentales, qui sont mobilisées pour faire des rôles modèles, qui sont mobilisées dans les jurys parce qu'il faut des jurys paritaires, qu'il faut mobiliser sur les questions de violence sexiste et sexuelle, en tant que référent en égalité, et j'en passe. Et donc, il faut vraiment qu'on sorte de cette phase où une toute petite population au sein des laboratoires est surmobilisée, au risque d'ailleurs soit de négliger sa carrière de scientifique, son activité de recherche, parce que c'est des tâches qui sont peu valorisées dans les promotions chercheuses, soit de s'épuiser. Laure Darcos, vous êtes sénatrice de l'Essonne, notoirement impliquée dans toutes ces thématiques. On a beaucoup parlé pendant la journée qui vient de s'écouler au colloque scientifique de quotas. Est-ce que des quotas dans les concours et au sens large peuvent être un élément de solution? Ah ben, on n'est déjà plus dans le constat, du coup, vous êtes, non, on est en effet dans les solutions. Mais je vous en prie, s'il vous faut constater, constatons. Non, mais pour revenir en effet juste sur un point, je voulais saluer Dominique Verrien, qui est ma présidente de délégation. Moi, je suis en effet élue du plateau de Saclay. Je suis absolument pas scientifique et je suis une traumatisée des maths. C'est-à-dire que moi, on m'a jamais expliqué que ça pouvait être intéressant, attractif, avec des beaux métiers derrière. Et c'était punitif, en fait. Donc, et avec des parents, sûrement, qui m'ont aussi autodéterminé vers l'histoire, les langues, enfin bref. Mais arrivé sur le plateau de Saclay et sur Paris-Saclay, vous ne pouvez que être absolument fasciné, passionné par les personnalités que vous rencontrez, et notamment énormément de femmes. Et c'est vrai que Dominique, qui, elle, est par contre ingénieure, m'a vraiment facilité d'une certaine manière la possibilité qu'on puisse faire cette mission d'information. Et je nous vois, nous, sénatrices, comme des lanceurs d'alerte. Parce que vous êtes tous, vous, à un stade, en fait, de la vie d'une femme. Nous, en fait, on essaye de faire ce lien, et c'est comme ça qu'on a voulu faire ce rapport, tout au long de la vie d'une petite fille jusqu'à sa vie de femme épanouie, avec tous les constats que vous avez les unes les autres dit. On a quand même tellement titillé le ministère de l'Éducation nationale, et je remercie Mélanie, c'est pour ça qu'on est vraiment en famille, hein, on se connaît toutes. Tout à l'heure, quelqu'un dit des usual suspects, mais on pourrait s'appeler usual scientifique, ou je sais pas quoi, mais à mon avis, on se connaît toutes. Mélanie m'a en effet été la première à m'alerter sur la réforme du bac. Et Elisabeth Borne, qui est polytechnicienne, comme vous le savez, était à ce moment-là première ministre. Et quand elle est venue à l'Éducation nationale, sa première initiative a été de vouloir changer les programmes de formation des professeurs et surtout initier un peu plus de mathématiques. Et Sylvie Retailleau, ancienne présidente de l'Université Paris-Saclay, était à ce moment-là rue Descartes, donc à l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on avait une sorte de quand même planète alignée pour être aidé. Alors les fameux quotas. Après, on reviendra sur d'autres choses. Moi, j'ai un dada, c'est l'orientation, parce qu'on en a parlé, c'est pas en seconde ou première que ça se fait, c'est dès la troisième, parce qu'en fait, c'est déjà trop tard pour choisir ses options, pour choisir sa carrière. On sait qu'en plus, on parle beaucoup des ingénieurs, mais il y a les techniciens, et on en a besoin d'être techniciennes. Et donc, on peut très bien ne pas faire forcément au départ une voie dite royale pour arriver à faire des bonnes études. Et je pense que du coup, on devrait muscler plutôt les stages de troisième qu'autre chose. Et j'ai une petite jeune fille à la sortie de notre rapport qui m'a appelée en disant « Je ne vous connais pas, mais j'ai un stage à faire, je habite Nice, je rêverais d'être scientifique. Est-ce que vous croyez que vous pouvez m'ouvrir les portes d'un établissement ?» Alors là, branle-bas de combat, je les ai tous appelés et le CNRS lui a trouvé un stage de 2 semaines dans un laboratoire à Nice et elle m'a dit «
j'ai trouvé ma vocation. Mais parce que j'étais sur son chemin, et peu n'ont pas forcément cette possibilité. Sauf, comme l'a dit Laura, ou d'autres, c'est quand on a ces rôles modèles qui peuvent aller dans la classe. Alors les quotas, nous on est passé par là. De une plutôt. Le constat de une, l'un. dans le micro. Alors, le quota, comment vous dire, on en est le pur produit avec Dominique. Dieu sait si quand même le quota laitier, moi je détestais au départ le système quota laitier, voilà. Je n'aimais pas ça. Et je pense que les hommes en place pour la première génération ont tout fait pour avoir des faire-valoir ou des potiches. Mais ça nous a permis, nous, deuxième génération, de se dire c'est possible. Et je pense qu'en politique, c'est comme ça qu'on est arrivé. Alors, on n'est encore pas à la parité, sauf pour, par exemple, le conseil départemental est maintenant vraiment à égalité. Et les hommes ont reconnu, au bout d'un mandat, qu'on les avait fait changer la façon de travailler. C'est plutôt honnête de leur part. Mais en tout cas, en Parlement, c'est encore un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on est arrivé, avec Dominique et nos autres co-rapporteurs, à ce constat qu'il faudrait peut-être en effet des quotas en classe prépa. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 40% des jeunes filles qui postulaient dans Parcoursup à des prépas scientifiques, et elles n'étaient que 20% en septembre. C'est-à-dire que la moitié, déjà, par syndrome de l'imposteur, par peur de se retrouver peut-être dans un environnement hostile. On parle toujours des métropoles, mais toutes ces jeunes filles qui viennent de territoires provinciaux plus reculés, c'est difficile à 16 ans et demi, 17 ans de vouloir, pour des parents, mais même pour les jeunes filles, d'accepter de venir dans un environnement qui va être peut-être un peu particulier. Et donc, en fait, ces 20% qui, quand même, ont le courage d'affronter cette première année, on voudrait les pousser en deuxième année. Elles sont aussi méritantes que les hommes et elles ont le niveau puisqu'elles ont accédé à cette première année. Et on a eu avec Dominique une matinée très enrichissante avec des jeunes filles de prépa de Louis le Grand. Quand on leur a dit ça, elles ont hurlé en nous disant « mais pas du tout, nous on veut pouvoir être reçus pour notre mérite, pas parce qu'on serait des filles, etc. » Mais je dis « mais vous avez le niveau. Simplement, vous travaillez aussi pour la génération suivante, comme nous on l'a fait aussi en politique. Et d'une certaine manière, vous valez ce niveau. Tant pis, on va sacrifier en effet quelques garçons, mais si vous arrivez à accéder à cette deuxième année et à ces grandes écoles, vos congénères des années suivantes vont pouvoir dire c'est possible. Et ce 30% dont on parle toutes, c'est pas la parité stricte, mais c'est le niveau, le pourcentage qui permet de rééquilibrer quand même un tout petit peu les carrières scientifiques et l'avenir pour le milieu scientifique. Et puis dernière chose, de toute façon, on va en avoir besoin. Il y a une loi, la loi Rixin, qui va être bientôt appliquée, qui n'est pas simplement sur les conseils d'administration où on est avec la loi Copé-Zimmermann à quasiment la parité dans les conseils, mais ça va être dans tous les COMEX, dans toutes les directions exécutives des entreprises. Eh bien, dans certains secteurs, pour arriver à la parité, ça va être compliqué. Il peut y avoir l'inverse. Moi, je viens de l'édition, on était 80% de femmes, donc c'était compliqué pour avoir la parité dans l'autre sens. Mais la parité dans les milieux de l'ingénierie, du numérique et autres vont être très compliquées. Et donc, de toute façon, ce quota, on va en avoir besoin dans les années qui viennent. Et c'est dans les 10 années qui viennent qu'on va devoir former ces futures élites féminines pour qu'elles puissent ensuite, comme tu l'as dit, Charlotte, à mon avis, avoir un autre regard sur la crise du climat, sur les conflits, sur la démographie inquiétante, sur beaucoup de sujets qui vont faire changer, en fait, sûrement beaucoup de points de vue, même dans le monde de l'ingénierie. Mélanie Guénet, pour reprendre votre réaction à l'idée de quotas, juste dans les classes prépa, plus largement, comment, pas du tout. Vaste question. Oui, des quotas, bien sûr. Alors la question, c'est de savoir où, comment, pourquoi. Je reviens juste un tout petit peu pour tempérer l'enthousiasme de Laura sur le lycée, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution actuellement au lycée. C'est pas une question que les maths sont trop prestigieuses. Enfin, ça joue sans doute aussi. C'est le problème qu'on n'est pas dans un système au choix, on est dans un système de contraintes. C'est-à-dire qu'en terminale, on ne peut plus faire que 2 disciplines scientifiques.
Et donc, en fait, ça fait obstacle à toutes les femmes, parce qu'elles sont majoritaires, qui veulent aller en santé, en biologie, parce qu'elles doivent garder maths, physique et biologie. Et donc, en fait, quand elles doivent faire un choix sur l'abandon, eh ben, elles abandonnent peut-être là où elles vont se sentir le moins à l'aise, parce que plus transgressif, quelque part. Et donc, les maths. Mais c'est pas un choix actif, c'est un choix par défaut. Donc, ça ne peut pas se résoudre, en fait. On ne peut pas remonter au niveau des S, parce que les S, tout le monde avait maths, physique, bio. Tout le monde. Tous les scientifiques. Actuellement, ce n'est pas possible. Donc ça ne pourra pas remonter. Et donc ça, quelque part, ça handicaperait l'idée d'un quota par voilà, manque de vivier. Exactement. Donc, ça veut dire que les quotas au lycée, c'est une erreur. D'abord, c'est une erreur, et puis de toute façon, c'est foiré d'avance. Voilà. Parce que ça ne se peut pas. Dans l'état actuel des choses, c'est impossible d'avoir de la polyvalence scientifique. Donc, si on veut un équilibre, le plus simple, c'est on fait des maths 4 heures pour tout le monde en première, comme ça, c'est un équilibre, tout le monde en fait, tout va bien. Et puis, en terminale, on garde ces 3 disciplines majeures scientifiques. Et là, on retrouvera à nouveau un certain équilibre, y compris avec les filières économiques, parce qu'on les oublie tout le temps, les filières économiques, mais il n'y a plus de maths pour les économistes actuellement. Donc, il n'y a plus que les maths pour les scientifiques. Donc, ça veut dire qu'on a créé des maths plus élitistes. Donc, voilà, si on veut de l'équilibre, au niveau du lycée, ce n'est pas les quotas qu'il faut faire. Pour les classes prépa, Laure dit très bien, il y a beaucoup plus de filles qui candidatent que de filles qui vont. Et donc, ce n'est pas un problème de compétence, parce qu'on n'arrête pas de dire aussi que peut-être les femmes, elles sont sous-compétentes. Non, le problème, ce n'est pas les femmes, m'a-t-on dit. Voilà, le problème, ce n'est pas les femmes. Elisabeth, merci. Donc, le problème, ce n'est pas les femmes et ce n'est pas un problème de compétence en maths, c'est un problème d'appréhension parce qu'on rentre dans un milieu compétitif et masculin. Et puis, qui ne correspond pas forcément à nos ambitions personnelles ou notre éthique. J'ai entendu des étudiantes de grandes écoles qui disaient « mais nous, on a une éthique ». Et en fait, ce qu'on nous propose à la sortie de l'école, ça ne correspond pas à nos envies de citoyennes. Voilà. Sur les enjeux sur le climat, tout ça, on ne veut pas aller poser pour les OGM, par exemple. Bah, non, ce n'est pas notre truc. Et donc, ou la high-tech, ou l'IA, enfin, voilà, l'IA en dehors de tout contexte. Donc après, l'IA dans un contexte qui va faire du sens, oui, mais voilà, il y a des obstacles personnels. Donc, les quotas, il faut savoir comment on les met. Il faut les mettre intelligemment. Donc, ça veut dire que à l'entrée au concours, oui, parce qu'il y a un effet concours qui désavantage les femmes ou qui avantage les hommes, c'est comme on veut. Donc, oui, à l'entrée dans les grandes écoles. Mais à l'entrée en classe prépa, je ne vois pas quel levier on va avoir sur les filles pour mettre un quota, sauf de fermer des places de garçons. Voilà. Alors, après, ce que j'ai dit au Sénat, c'est en 2e année, il y a visiblement une sous-sélection des filles dans les classes les plus prestigieuses. Donc là, oui. Mais en fait, s'il n'y a pas, voilà, si ça ne répond pas à un besoin ou à une discrimination observée qui ne soit pas voulue de la part des filles, ben en fait, il n'y a pas. Voilà, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué. Mais il faut les mettre. Mais il faut les mettre, à mon avis, à des endroits stratégiques. Dans les carrières, par exemple, pour les rattrapages de carrière, eh ben pourquoi pas ? Parce que en fait, le problème qui a été exploré, c'est qu'en fait, il y a le plafond de verre. Et donc, en maths, on arrive plus vite au plafond de verre, quelque part. C'est ça l'idée. C'est le prestige entre les disciplines. Ça veut dire que les maths, qu'on va être plus vite confrontés au plafond de verre qu'en médecine. Mais en médecine aussi, on va être confronté au plafond de verre. En politique aussi, bien sûr. Et donc, en fait, si on veut franchir ces plafonds de verre, il n'y a pas d'autre solution que les quotas. C'est un petit peu ce que je pense avoir entendu le discours de Laure pour dire ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut... Isabelle Gallagher, puisqu'on est dans les maths, restons-y. Est-ce qu'on peut avoir, et où et comment, déployer des quotas de femmes dans les maths, dans les études de mathématiques ? Alors, jusqu'aux maths fondamentales de tout à l'heure. Oula, carrément. Oui, alors je suis assez d'accord avec à peu près tout ce que j'ai entendu. Je pense que les quotas, c'est hyper compliqué. Il faut, comme disait Mélanie, il faut vraiment définir pourquoi on veut en faire et dans quel but. Je sais que j'entends souvent des collègues femmes me dire « mais c'est hors de question », ou des jeunes, comme on parlait tout à l'heure, qui disent « c'est hors de question, sinon on va me dire je suis venue grâce au quota ».
Mais je les rassure tout de suite, on le dit déjà, même s'il n'y a pas de quota. Donc, pour avoir enseigné un petit peu à l'école normale, j'ai entendu des garçons dire aux filles « tu as eu le bonus fille », alors qu'il n'y a pas de bonus fille. Autant en mettre un, comme ça au moins ça rassure. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut... Ça aurait l'avantage. Il y a une espèce de fantasme déjà qui existe. Après, quitte à mettre un tout petit peu les pieds dans le plat, je pense qu'on peut aussi réfléchir différemment sur les concours, tout simplement. Je ne suis pas sûre que notre système aujourd'hui fonctionne. Un peu arrivé. Alors, bien sûr, il fonctionne. Les gens qui sortent des grandes écoles sont excellents, évidemment. Mais je pense qu'il y en a plein des gens excellents qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit aujourd'hui dans les grandes écoles. Pour avoir encore une fois enseigné à l'ENS, oui, je pense que c'est pareil à l'école polytechnique. Les gens qui intègrent ces écoles viennent un peu toujours du même milieu, un peu toujours des mêmes lycées, etc. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir juste à la population de ces écoles. Est-ce qu'on change le concours? Est-ce qu'on change la façon de noter? Donc, au lieu de faire des quotas, moi, je vais peut-être parler d'autres choses que je connais un petit peu mieux, peut-être. Si on commence à regarder une grosse cohorte, il faut choisir des gens dans une grosse cohorte. Souvent, dans une grande cohorte, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent beaucoup du point de vue des notes, etc. Donc là, on pourrait dire, cette phrase qui est mal définie, à niveau égal, on prend la fille. Le mot niveau égal ne veut rien dire en soi, sauf, effectivement, s'il y a beaucoup de monde qui est candidat. Ça, c'est Parcoursup. Par exemple, Parcoursup, s'il y a 20 notes et des dizaines de milliers de candidats, forcément, il y a beaucoup de gens ex aequo. Et dans les gens ex aequo, on peut commencer à faire de la discrimination positive, prendre d'abord les femmes. Et je pense que ça se fait, je suis sûre que ça se fait dans certains établissements, et on se retrouve en classe avec la moitié de filles, moitié de garçons, et qu'est-ce que c'est agréable. Il n'y a pas de personnalité vraiment lésée, c'est comme ça, on a fait un choix de prendre la moitié de femmes. On peut aussi imaginer dans un concours, dire les premières places... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, par exemple, on prend sur un concours de 50 personnes, on prend les 30 premières, et puis les 20 prochaines personnes, on prend les femmes. Et surtout, on ne donne pas le classement. Ça serait très, très important, c'est fait à l'ENS, de ne pas divulguer le classement. Personne ne saura s'il a été premier, cinquième ou dans le quota. À la fin, on a des femmes et des hommes. C'est ce qui est bien avec les mathématiciennes, en fait, c'est parce qu'après, on trouve des solutions. Isabelle Régnier, psychologue, votre réaction par rapport au quota? Alors, réaction par rapport au quota, effectivement, c'est compliqué, mais je pense que dans beaucoup de situations, ils sont nécessaires, mais à condition de les expliquer. L'explication, elle est nécessaire parce que, pour reprendre l'exemple qui a été partagé, les jeunes filles qui disent « Ah non, moi je ne veux pas y aller parce que sinon on va dire que j'y vais parce que je suis une femme, alors qu'en fait on est compétente et c'est ça qui doit primer ». Ben oui, sauf que cette explication-là, on voit bien qu'on est obligé de la donner aux premières concernées, mais il faut la donner à tous les autres, justement, pour arriver à faire comprendre que tout ce qui se passe là, tout ce qu'on vient de dire finalement, au cœur de tout ça, il y a quelque chose, on n'a pas prononcé le mot encore, donc j'aimerais le prononcer, ça s'appelle des stéréotypes de genre. Voilà. Et les stéréotypes de genre, ce sont des biais cognitifs. Qui dit biais dit erreur. Voilà. Parce qu'avec le gros problème avec les stéréotypes de genre, qui sont véhiculés dans nos sociétés, dans nos cultures, partout dans le monde, et surtout les stéréotypes de genre, ils traversent bien toutes les cultures. Alors ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, et il y a très peu finalement de différences culturelles sur le fond du contenu du stéréotype. Eh bien, il nous dit quoi? Il nous dit qu'effectivement, les femmes, pour reprendre ce que se disait Charlotte, justement, de par leur biologie, comme biologiquement on est différentes des hommes, parce que oui, tout le monde l'aura remarqué, il y a beaucoup de différences biologiques entre les femmes et les hommes, hormonales, etc. Eh bien, le contenu du stéréotype, c'est de transformer ces différences biologiques en différences de compétences. Et c'est là, en effet, où la science vient un petit peu à notre secours, parce que si vous arrivez à trouver une publication qui démontre le lien de causalité entre les différences biologiques entre hommes et femmes et les différences de compétences en maths ou en logique, déjà, vous m'aurez appris quelque chose, parce que jusqu'à présent, la publication, on ne l'a pas trouvée. Le problème, ce n'est pas les femmes, m'a-t-on dit, non encore plus. une fois. Ce ne sont pas les femmes, ce ne sont pas les hommes non plus. Ce sont ces croyances auxquelles on ne s'attaque pas. Le fond du problème, il est là. On s'interdit, depuis maintenant des années, alors même qu'on connaît le fond du problème, on s'interdit de former correctement. Et de former avec quoi? Avec des sous-bassements scientifiques. Donc là, on n'est plus dans le débat d'opinion, on n'est plus dans l'idéologie, on n'est presque plus dans la politique, on est dans la science. Mais néanmoins, on a besoin de la politique pour faire en sorte de mettre la science au centre du débat. Voilà, on va rajouter un petit peu de science et de sérieux dans ce débat-là. Et on va permettre d'expliquer pourquoi les quotas, à certains endroits, sont nécessaires. Et que les quotas ne vont pas mettre en place des femmes incompétentes, mais des femmes compétentes qui ont été privées de façon légitime de leur position en raison des stéréotypes qui conduisent les évaluateurs comme les évaluatrices à sous-estimer leur niveau de compétence. C'est-à-dire que les jurys paritaires de tout à l'heure ne suffisent pas, en réalité. Pardon ? Les jurys tout à l'heure dont on a parlé ne suffisent pas. Non,
le fait d'être paritaire, alors c'est très bien que les jurys soient paritaires, et c'est important, puisque les femmes ont toute leur place dans les jurys. Donc heureusement qu'il y a la parité. Mais avoir la parité ne suffit pas pour lutter contre les conséquences de ces biais stéréotypés que sont les stéréotypes de genre. Et pourquoi ça ne suffit pas? Parce que, on l'a dit tout au long de la journée, et merci pour la qualité scientifique de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on vit tous et toutes dans la même société. On apprend tous et toutes la même chose depuis tout petit. Et alors, figurez-vous, il y a en plus quelque chose qui se construit dès les premiers mois de la vie. Dès les premiers mois de la vie. Chez tous les bébés. C'est la toute première catégorisation sociale. Papa, maman, femme, homme. C'est la toute première qui se construit très tôt dès les premiers mois de la vie. Et comme les stéréotypes, ils s'adossent au processus de catégorisation sociale, puisque le stéréotype, c'est attribuer des caractéristiques, des compétences, voire des incompétences, à l'ensemble des individus qui font partie d'un même groupe. Eh bien, la toute première catégorisation sociale, femme, homme, les tout premiers stéréotypes sont les stéréotypes de genre. Les autres viennent après. Donc ce sont les plus diffusés et les plus résistants au changement, d'où la nécessité de former. De former tout le monde. Vous, moi, tout le monde ici, mais aussi les enfants, les enseignants, le corps enseignant, les parents aussi, tout le monde, mais oui, aussi les jurys. Et alors, ne nous disons pas tout de suite, oh là là, mais tout ça c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. On sait faire. On accumule les connaissances scientifiques sur les stéréotypes et leur influence. Vous savez depuis quelle année? Depuis 1933. Imaginez la masse de publications scientifiques dont on dispose. Si je devais vous amener toutes les publications scientifiques au niveau international, au plus haut niveau, là, dans la salle, il nous faudrait un semi-remorque pour les amener. Donc oui, on a de quoi faire et de quoi mettre en place des actions dont en plus on a identifié les conditions d'efficacité. Oui, mais alors, comme je n'ai pas beaucoup d'idées, j'ai la faiblesse d'y tenir, les quotas peuvent-ils aider à combattre les stéréotypes de genre, madame? Non, pas eux seuls. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça fait deux fois. Avec la plus grande attention. Oui, mais avec de l'explication. Parce que les quotas seuls vont créer de la résistance, en fait. Hein, ce fameux backlash, l'effet backlash. Un anti-wokisme. Oui, exactement. C'est-à-dire sans comprendre pourquoi on a besoin de quotas. Ne dites pas exactement, parce que, pardon, je suis désolée. Ce que vous venez de dire là, l'anti-wokisme, je vous rappelle que le wokisme est un mot valise, comme on en invente 150 000 pour empêcher les gens de défendre leurs droits. Arrêtez de parler de wokisme. Vous prenez 10 personnes dans cette salle, vous leur demandez ce que c'est que le wokisme, aucun ne vous donnera la même définition. Pardon. Mais non, mais Madame la Ministre... Tout à fait. Alors je suis bien d'accord et je vous dirai la même chose. Pardon, mais non, mais c'est l'anti-wokisme, trop, si je peux me permettre, a lui un sens politique et social extrêmement précis. Le wokisme peut être parfaitement flou et aussi vague que vous venez de le dire. L'anti-wokisme, excusez-moi, mais on s'y mesure tous les jours. C'est une erreur logique. Si le wokisme est flou, l'anti-wokisme aussi. Voilà, peut-être, voilà. Bon. Exactement. Eh bien, je me tais. Mais voyez, et c'est pour ça qu'on a besoin de la science. C'est pour ça qu'on a besoin de l'approche scientifique. C'est pour ça qu'on a besoin de l'approche scientifique, parce que je pourrais vous dire la même chose sur la théorie du genre, qui a été mise en avant même à un moment donné pour disqualifier l'ABCD de l'égalité, qui avait probablement des effets positifs, si tant est qu'on lui ait laissé la chance. Sauf que derrière, il y a eu des réactions tellement négatives par rapport à tout ça que le programme n'a pas pu être mis en place, clairement. La théorie du genre, elle n'existe pas. Oui, mais sa réaction existe, madame. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut sortir du débat d'opinion et donner des connaissances scientifiques sur le sujet. Il n'y a pas de théorie du genre qui consisterait à nier l'existence du sexe biologique, puisque c'était ça au cœur du débat. Hein, former, informer, donner des connaissances scientifiques sur le contenu des stéréotypes de genre et leurs conditions d'influence sur les petites filles et les petits garçons, ça ne va pas faire des petits garçons des petites filles et ça ne va pas transformer des petites filles en petits garçons, qu'on soit clair. Au risque de m'attirer les foudres à gauche comme à droite, la théorie des genres n'existe sans doute pas, le wokisme est parfaitement flou, mais Elon Musk est une réalité et Donald Trump aussi. Oui, ça c'est sûr. Et maintenant, j'aimerais en revenir à comment on peut augmenter, avec des quotas ou sans, la part des filles à Normal Sup ou à Polytechnique. Allez, Polytechnique. Non, mais j'aimerais revenir quand même sur juste une minute sur ces quotas, parce que il je me vous en semble prie, que Madame la directrice. et revenir sur
le fait que dans l'histoire, le quota de femmes à l'école polytechnique, il a été à 0 jusqu'en 1972. Que le quota de femmes à l'ENS, il était défini jusque dans les années 80. Donc, c'est des choix de politique publique. À un moment, que ce soit les classes préparatoires, les écoles d'ingénieurs, c'est de la concentration d'argent public sur des profils à haut potentiel. C'est un investissement de l'État. Et donc, il me semble tout à fait légitime que l'État dise « je veux faire émerger des femmes et des hommes scientifiques de très haut niveau et j'investis pour cela ». Et qu'il puisse préciser dans quelle proportion, idéalement une parité, mais dans quelle proportion progressive il peut faire émerger ces scientifiques de haut niveau. Donc je pense que vraiment le débat sur les quotas et leur légitimité est un faux débat qu'il faut qu'on dépasse. Et puis derrière quotas, il y a 1001 mesures et avec un vrai besoin d'ingénierie. Je rejoins Mélanie pour les placer au bon niveau. Bien sûr que ça n'est pas un cadeau immédiat pour les jeunes filles qui en seront directement les premières bénéficiaires, notamment les premières générations. Mais comme l'a dit Isabelle, elles sont déjà soupçonnées de bénéficier d'un bonus quelconque. Ce n'est pas un cadeau pour les jeunes gens des mêmes générations, les jeunes hommes des générations qui auront toujours un doute sur le fait qu'ils ont été lésés d'une manière ou d'une autre, mais c'est un cadeau pour les générations futures. On le voit dans les entreprises et aujourd'hui à l'école polytechnique, on est interpellé, je suis interpellée par les entreprises qui recrutent aux ingénieurs en disant mais qu'est-ce que vous faites ? Moi j'ai besoin de recruter des femmes ingénieurs. Donc recrutez-les, formez-les et sinon j'irai les recruter ailleurs. Oui, je reviendrai à l'école. Merci Laura. Juste peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit sur le quota, parce que c'est un sujet qui hérisse. Tout le monde a quelque chose à dire sur les quotas, en bien ou en mal. Certaines jeunes filles voudraient en bénéficier, d'autres pas. On va parler de faits. On va parler de situations où les quotas ont été mis en place. La loi Copé-Zimmermann, voyant que les femmes n'arrivaient pas à rentrer dans les boards, a décidé qu'il y aurait une incitation pour les entreprises et une punition si elles ne permettaient pas aux femmes de rentrer dans les conseils d'administration. En 10 ans, parce qu'on parle de 2075 pour atteindre des chiffres acceptables, en 10 ans, notre pays est passé de 9% de femmes dans les conseils d'administration à 45%. 45%. Ce qui fait que Christine Lagarde a dit « quand on veut recruter les femmes, on les trouve, quand on ne veut pas, on trouve des excuses ». Parce que les talents sont là et ils existent. Évidemment, moi je n'ai travaillé que dans des milieux très masculins et j'aurais pu être cette jeune fille qui disait « je ne veux pas être recrutée comme un quota parce que je vais le porter toute ma vie comme une contrainte ». Mais j'ai juste envie de vous faire réfléchir sur quelque chose. Demain, c'est le 11 février. C'est la journée internationale des femmes et des filles dans les sciences. Est-ce que vous connaissez une journée internationale des hommes et des garçons dans les sciences ? Non. Pourquoi ? Parce que mathématiquement, les hommes ont bénéficié de ces impulsions qui font qu'ils n'ont pas besoin, eux, qu'on mette en place des quotas pour qu'ils puissent briser certains plafonds de verre. Et malheureusement, moi j'ai eu à travailler sur un quota, j'ai travaillé avec Marie-Pierre Rixin. Si on avait le temps, je vous raconterais toutes les horreurs que j'ai entendues pendant ce travail, où on m'a dit « mais Madame la Ministre, vous voulez qu'on licencie des gens compétents pour les remplacer par des femmes ?» Et ça n'était pas en 1845, c'était en 2022. Donc si on en est encore en 2015 à faire des journées internationales qu'on nous jette comme un morceau de sucre pour nous dire « mais vous voyez bien, on a fait ce qu'on a pu pour qu'il y ait plus de femmes, on a une journée internationale et on n'y arrive pas », je préfère des quotas. Elias Juni. Elias Juni, une réaction. Non, alors en fait... Laura n'avait pas terminé. Ah, pardon.
Alors, cela dit, c'était juste pour rebondir sur un propos de Laura Chobard et d'éclairer par un petit exemple. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure des entreprises qui venaient vous voir en disant « mais on voudrait recruter plus de filles et si vous nous en produisez pas, on ne voit pas comment faire ou il faudra qu'on aille voir ailleurs ». J'ai vécu la même chose à Dauphine. Alors, évidemment, ce n'était pas l'école polytechnique, c'est juste un master particulier dont j'étais responsable et les entreprises qui recrutent dans ce champ-là sont venues me voir en me disant « mais on voudrait plus de filles et on n'arrive pas à en recruter parce que vous n'en formez pas. » Et il se trouve que notre master, à l'époque, était le seul en France dans ce domaine. Et j'ai commencé à me poser la question « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et puis j'ai commencé à remettre en cause ma manière de sélectionner les candidats. Alors on est sur de l'artisanat, on a 30 à 40 étudiants par an. Donc, parmi les critères, évidemment, il y a le parcours académique, il y a les résultats, etc. Mais il y avait un critère qui était la motivation. Et la motivation, pour ce champ-là, pour ce domaine-là, comment je la mesurais jusque-là, c'était, en gros, je regardais celles qui ou ceux qui avaient fait plein de stages dans ce domaine, je me disais, ça c'est la preuve qu'ils sont motivés. Or, il se trouve que, très souvent, les garçons vont avoir ce comportement à se choisir un champ et puis à faire tous les stages d'affilée dans ce champ-là et donc savoir tout de suite ce qu'ils veulent. Et les filles, souvent, pour plein de raisons, encore une fois, ce n'est pas dans leur ADN, mais peut-être que, justement, parce que comme on leur renvoie qu'elles ne sont pas à leur place à tel endroit, elles vont plutôt tester plusieurs choses et à la fin se décider. Et donc, au lieu de prendre comme indicateur de motivation le nombre de stages faits dans ce domaine-là, j'ai changé le point de vue et j'ai posé plus de questions au cours de l'entretien pour mieux évaluer la motivation. Et bien, comme par hasard, on est arrivé très rapidement à une promotion paritaire. Et ma sélection n'était ni plus ni moins méritocratique qu'elle ne l'était. Elle était différente sur des critères qui ont évolué. Et donc tout ça pour dire que peut-être qu'il faut aussi qu'on interroge nos critères, nos modalités, que l'on considère comme un absolu, parce qu'on a toujours fait comme ça, mais peut-être qu'on peut les interroger. Je peux Laura Chobard. juste Donc, rebondir non, là-dessus, je vous en parce qu'en prie. plus ça fait écho à ce que disait Isabelle Gallagher aussi. Le concours de l'école normale et de l'école polytechnique encore plus, ont été conçus comme des totems de la méritocratie à la française. Et ils ont eu des vertus, je veux dire, ils ont fait émerger une élite basée sur le mérite, qui pouvait préparer dans des classes préparatoires partout en France, de manière gratuite. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on a cristallisé, rigidifié ce totem, qui est le concours, comme étant un objet parfait de la méritocratie. On sait, pour plein de raisons, qu'il ne l'est pas, ou qu'il ne l'est plus. D'abord, il a été conçu à une époque où on ne recrutait que des hommes. Voilà. Et puis, il a été conçu à une époque où il avait une vocation et un effet de mobilité sociale que aujourd'hui on retrouve pas assez, peu. Il y a aussi une suradaptation des classes sociales aisées pour réussir dans ces épreuves-là. Et c'est quelque chose d'assez naturel. Donc, je rejoins l'idée qu'il faut qu'on réinterroge nos modes de sélection, nos modes de concours. Ça peut passer par des petites choses, et on en avait parlé, Eliès, dans les épreuves de mathématiques, on constate qu'il y a une prime à aller à parcourir très vite le sujet, à aller grappiller des points sur ce qu'on sait, sans pour autant traiter le sujet de manière linéaire et cohérente, et s'attaquer peut-être aux questions les plus difficiles, et que c'est un comportement que vont plus facilement adopter les hommes. Donc il y a des choses techniques et faciles peut-être à mettre en place dans la manière dont on évalue. Les examinateurs en maths à l'école polytechnique me disent que les garçons vont moins reculer devant le fait de dire une grosse bêtise, et que la grosse bêtise, elle n'est pas pénalisée, dès lors qu'après, on va compter les réponses justes, mais pas forcément mettre des pénalités quand on dit une grosse bêtise. Les femmes ont un autre moi, j'ai pris un comportement. nombre de claques, là, ce coup-ci. Une grosse bêtise mathématique. C'est pire, c'est pire. Et donc là aussi, on voit des comportements différents qu'on pourrait prendre en compte, qu'on essaye progressivement de prendre en compte.
Et puis sans doute qu'il y a une réforme un peu plus profonde, à la fois de la pédagogie en classe préparatoire, dont des études récentes de l'Institut des politiques publiques montrent qu'elle bénéficie moins aux femmes qu'aux hommes. C'est-à-dire que les femmes rentrent avec celles qui rentrent en classe préparatoire rentrent avec un niveau égal, voire supérieur aux hommes, et à la sortie, elles réussissent moins bien les concours. Donc ça veut dire que dans l'entre-deux, tout ce qui a été transmis en classe préparatoire, d'une manière ou d'une autre, bénéficie moins aux femmes. Donc là aussi, une vraie réforme, une vraie réflexion sur la pédagogie en classe préparatoire, le format du concours, aiderait sans doute à fluidifier ces filières en termes de parité. Charlotte Jacquemot. Alors, sur le format des concours, c'est clair que c'est compétitif, ça évalue la rapidité et clairement, ça va défavoriser les femmes. Pour plein de raisons, on n'a pas été construit de la même façon que les hommes et les hommes vont être beaucoup plus favorisés quand il y a de la compétition et de la rapidité. Donc là, quand on réfléchit à nos concours, on est complètement dans le mur parce que c'est pas du tout... En fait, on se met déjà une balle dans le pied avec ce type de concours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des études qui ont montré, des études scientifiques qui ont été faites sur des énormes cohortes d'étudiants et d'étudiantes. Donc, ce n'est pas dans le cadre de concours, c'est dans le cadre d'examens qu'on passe à l'université. Et c'est des cursus en biologie, mais il y a un module, c'est le module physique. Et il se trouve que dans le module physique, à cause des stéréotypes, les garçons réussissent mieux que les filles. Et on observe ce qu'on appelle le gender gap classique. Et qu'on fasse une évaluation finale ou une évaluation au cours de l'année, on a toujours ce gender gap. Et il y a des chercheurs et des chercheuses qui se sont posé la question comment faire disparaître ce gender gap. Et ce qu'ils ont proposé, c'est à chaque examen, on propose à l'étudiante ou l'étudiant de repasser l'examen s'il a raté. Donc, quand il y a la note, l'étudiante ou l'étudiant a la possibilité de repasser l'examen, ça s'appelle le retake exam. Et dans ce cas-là, on fait disparaître la différence qu'on avait entre les filles et les garçons dans ces modules de physique. Donc, on a enlevé cet effet de compétition pour cet examen. Et ça marche très bien. Donc, et c'est des cohortes, je vous dis, de 15 à 20 000 étudiants qui ont été testés. Ce n'est pas la petite étude. Donc, il y a des choses qui marchent. Alors, moi, il se trouve que j'en ai parlé à la direction de l'ENS. Ils n'ont pas franchement accueilli mon idée de possibilité de repasser le concours de manière très, très agréable. Ils m'ont dit... Non, mais déjà, c'est si compliqué. Mais ça veut dire que quand même, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on sélectionne comme personne. Parce que là, on est dans un système où on va sélectionner des personnes qui sont très fortes en compétition. Mais est-ce que c'est vraiment les personnes qui vont être les meilleures après en innovation pour travailler avec les autres, etc., etc. Et ça vraiment, ça oblige à se poser les questions. Et par rapport aux quotas, je reviens un tout petit peu dessus. Merci. Nous, on a fait l'expérience à l'ENS des quotas à l'envers. En fait, ça a été évoqué, jusque dans les années 85, il y avait en maths l'école des Sévriennes, où il y avait les mathématiciennes, et à Ulm, on avait les mathématiciens. Et ça équivalait à avoir des quotas, parce qu'on avait deux écoles différentes. Et ensuite, ils faisaient le début de la scolarité séparé, et ils se retrouvaient au moment de la grègue. Et surprise, il n'y avait pas de différence entre les compétences des garçons et des filles. Donc vraiment, ça fonctionnait super bien. Donc c'était comme s'il y avait eu un quota. Et en 85, l'école devient mixte. On regroupe tout le monde à Ulm. Et là, on fait chuter de manière drastique le nombre de filles dans les matières mathématiques, jusqu'à avoir parfois des promos où il y a 0 filles. Donc clairement, les quotas ont permis d'avoir des mathématiciennes qui avaient le même niveau que les mathématiciens. Et juste un point sur le mot de discrimination positive qu'on utilise pour décrire les quotas. Encore une fois, quand on regarde comment ça se passe de la naissance jusqu'à après, quand on va arriver à l'université, c'est les garçons qu'on va pousser à être autonomes, à faire des activités motrices, à avoir un langage fonctionnel, etc. C'est les parents qui ne vont pas avoir les mêmes projections, les mêmes ambitions pour les garçons et pour les filles. À l'école, ça va être reproduit, et ça tout au long de la vie. Donc la discrimination positive, s'il y en a qui en profitent, c'est bien les garçons, parce que c'est tout au long de la vie qu'ils vont accumuler ces bonus de discrimination positive. Et quand on arrive à parler de quotas, en fait, c'est juste pour rétablir l'équilibre, pour un peu effacer tous ces obstacles qui se sont accumulés dans la vie des filles et pour rééquilibrer, en fait, ce bonus positif qu'ont accumulé les garçons tout au long. Et donc, ce n'est pas de la discrimination positive pour les filles, c'est l'inverse.
Avant que Lord Darcos, si vous voulez, oui, je voulais juste proposer de prendre quelques questions, mais ouais, allez-y, sûr, je vous en sûr. prie. Non, je voulais juste rajouter parce que c'est l'ENS de Sèvres qui m'y fait penser. On a testé l'idée de classe non mixte. Et en fait, d'abord, on est convaincu qu'il faut savoir apprendre à vivre avec les garçons et les filles ensemble, parce que c'est justement aussi une façon pour les garçons de pouvoir apprendre comment réagissent les filles. Mais par contre, d'avoir des temps non mixtes. Et ça nous a été quand même plutôt demandé pour des projets, toujours dans l'esprit toujours de compétition. À Louis le Grand, par exemple, il nous disait, c'est vrai que il y a certains projets en commun, ils se poussent du coude, ils sont les premiers à parler. Donc nous, après, on se rabougrit. On est toujours dans le syndrome de l'imposteur en disant je ne serais pas capable de répondre peut-être à tout, donc en fait, je les laisse faire. Et d'avoir des temps non mixtes, ça fait partie de nos recommandations parce que, mine de rien, c'est pas faire une société séparée entre garçons et filles, mais d'avoir des moments à soi, avec un peu de sororité. Et donc, je pense qu'en effet, c'était intéressant. Et sur le stéréotype de genre, je voulais aussi rajouter que l'éducation nationale avait un rôle aussi à jouer, notamment dans les manuels. Alors, on parlait de théorie du genre. Moi, j'étais dans l'édition, donc j'ai bien connu cette période-là. Mais sur les stéréotypes, aujourd'hui, il n'y a plus un manuel qui ne soit pas labellisé si il ne respecte pas une charte de respect genré, notamment le truc basique, une photo de quelqu'un en blouse blanche, c'était un homme, bien sûr, un chercheur, et la fille était infirmière. Bon. Et en fait, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, c'est depuis 1 an ou 2, donc on va avoir passé... Non, voilà, mais ça fait partie des changements d'Elisabeth Borne, de Sylvie Retailleau. Ça va quand même dans le bon sens. Et mine de rien, du coup, ça va aussi changer la perception des élèves, mais également des parents. Et vraiment, les parents, pour moi, sont primordiaux. On l'a vu dans les stéréotypes, et même des choses très contre-intuitives. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on nous a dit des SSP+, vont pousser le garçon à réussir. Il y a un truc qu'on n'a jamais dit, mais aujourd'hui, dans notre société où une femme doit absolument affirmer son indépendance financière, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans sa vie, c'est aussi un moyen de dire que vous allez pouvoir avoir des métiers plutôt rémunérateurs, pas forcément professeur ou chercheur, mais en tout cas dans le milieu de l'ingénierie ou du numérique. Et donc ça, les parents ne le disent pas non plus, et ça c'est très très important de savoir, alors qu'à l'inverse, on nous a expliqué que un couple d'agriculteurs, à partir du moment où ils sont fatalistes, les enfants ne reprendront pas l'exploitation agricole, vont pousser de la même façon leurs filles et leurs garçons à faire des études. Et vous le voyez dans les pays notamment du Maghreb, dans les pays du Sud, c'est un signe d'émancipation. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de filles qui vont vers ces milieux scientifiques grâce à ça. Et en fait, nous, on est dans une société, mais vraiment... je sais pas, j'aime pas le terme ni de ringard ni de mais quand même très très conservatrice, voilà, dans notre conception familiale vis-à-vis de nos enfants. Et donc je pense que les parents sont les premiers à devoir être sensibilisés. Voilà. Oui, alors, je rebondis là-dessus, mais ça sera ma dernière question. Puis si vous-même vous en avez, mesdames et messieurs, il nous reste une petite dizaine de minutes. Mais ce paradoxe de l'égalité, je crois, ou de l'inégalité, qui fait que, Eliès, c'est toi qui disais qu'en Tunisie, il y a 55% de filles dans les études supérieures scientifiques. Alors les statistiques sont certainement différentes, mais que l'ordre de grandeur est le même au Maroc, au Cameroun. Et du coup, je voulais poser la question de l'interaction des stéréotypes de genre et des classes sociales, de la reproduction des classes sociales. C'est-à-dire que se passe-t-il pour qu'en Tunisie, tout le monde pousse les filles, et les garçons pareil, et que que le mécanisme de reproduction des classes sociales fait qu'on pousse les garçons en France et dans les pays riches. C'est ce que je disais, c'est très conservateur, c'est qu'en fait, c'est encore à l'homme, au garçon, d'avoir une bonne situation. Oui, mais parce qu'en effet, parce que au Cameroun ou ailleurs, les classes sociales sont quand même en effet différentes et qu'on va pousser les filles
pour pouvoir justement sortir et monter en classe sociale. Je vous dis là, c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment nos CSP+, et nos cadres qui vont être dans ce côté très conventionnel. Même dans des familles, vous avez des femmes ingénieures. C'est assez paradoxal. Il y a aussi Elias Juni, puis Mélanie Gallet, puis vous, mesdames et messieurs, surtout. Il y a aussi, en tout cas pour le cas de la Tunisie, un effet de structure. C'est-à-dire que la manière dont est organisée l'orientation du lycée à l'enseignement supérieur, et ceci depuis les années 70, je crois, a conduit à, est-ce que c'était le but ou pas, je n'en sais rien, mais a conduit à ce qu'il y ait une hiérarchie. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je n'en sais rien, mais à ce qu'il y ait une hiérarchie largement partagée des filières. C'est-à-dire, pour les parents comme pour les enfants, il y a telle filière qui est mieux que telle autre, qui est mieux que telle autre, etc. Et donc, une fille qui a de très bons résultats va demander... Et d'autre part, il y a une procédure d'orientation qui est complètement informatisée, avec des scores qui sont calculés, qui sont publics. On sait quelle est la barre qu'il faut pour atteindre telle filière. Donc, si j'ai un score de 600, je sais que je peux obtenir la 3e filière. Et puis, si j'ai que 500, ça sera la 10e. Et finalement... Du coup, la fille ne se pose pas la question en termes de est-ce que je suis une fille ou un garçon et réciproquement, ou est-ce que je suis faite ou pas pour les maths ou la physique. Mon score me dit que le score est calculé sur la base des résultats de terminale. Eh bien, mon score me dit que je peux, donc j'y vais. Après, ça peut poser plein d'autres questions, mais en tout cas, on voit que la structure, la manière d'orienter, la manière de sélectionner influe fortement sur le résultat de l'orientation. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Elias. C'était le tour de Mélanie. Ah pardon, excuse-moi. Ça, c'est du mansplaining. Vas-y. C'est pas grave. Oui, mansplaining. C'était juste pour... c'est bon? Oui. C'était juste pour rebondir et répondre alors sur le fait que, par exemple, on ne voit pas les métiers de la même manière. Et un métier qui est considéré comme un métier masculin chez nous peut être très bien considéré comme un métier féminin ailleurs. Et l'exemple que j'avais en tête, c'est parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre d'Isabelle Collet sur les oubliés du numérique, et puis elle parle de cette étude sur la Malaisie, où en fait le métier d'informaticienne est un métier vu comme féminin parce que c'est pas salissant et on peut travailler à la maison. Voilà. Donc c'était juste ça que je voulais dire. Alors, Isabelle Régnier, puis Madame là-bas. Alors, pour rebondir... Mais d'un mot, parce que le temps commence à presser. Effectivement. Pour rebondir sur ça, alors les chiffres, par contre, quand on regarde dans les universités tunisiennes, par exemple, puisqu'on travaille depuis 3 ans maintenant avec Sousse, Tunis, Almanar, mais aussi on a les mêmes résultats au niveau de l'Algérie et du Liban. En fait, effectivement, même s'il y a plus de filles au niveau des étudiantes, y compris dans les filières dites STEM, ensuite, la réalité liée aux stéréotypes et au leadership rattrape tout le monde, puisque les femmes sont sous-représentées au niveau des postes de rang A. Donc on se retrouve avec le même plafond de verre et exactement dans la même proportion, alors que justement le vivier est absolument sans commune mesure avec le nôtre. Donc là, on ne peut pas dire il n'y a pas les femmes, on ne peut pas les recruter. Elles sont là et on ne les recrute pas. En Californie, c'est le leaky pipeline. Et je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure, quand tu as parlé de la sensibilisation des jurys de recrutement, vous êtes en train de le mettre en place. J'ai des petits résultats à vous donner quand même, parce que cette sensibilisation des jurys, on le fait depuis 2020 avec Aix-Marseille Université. Et on le fait d'une certaine manière, parce que sensibiliser les jurys, je pense que c'est pas juste envoyer une vidéo, je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais je côtoie pas mal d'autres universités qui disent on sensibilise, on a envoyé le test des associations implicites. Je présente pas mal de tes données. Merci. Ou alors on envoie. Il y a un cocktail après pour les débats. Juste une vidéo et on sensibilise. La réponse est non, on sensibilise pas avec un outil qui dure 5 minutes comme ça, n'importe comment. Il y a vraiment un soubassement scientifique derrière, un protocole qui est très standardisé et qui permet justement aussi d'évaluer la participation au protocole, parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas évaluer l'efficacité d'une action si je ne sais pas dire combien de personnes ont participé à l'action. Donc ça, c'est déjà un premier point. Depuis 2020, on sensibilise les jurys, mais résultat important, on est passé à Aix-Marseille Université au niveau de la faculté des sciences de 14% de femmes recrutés professeurs des universités, 14% avant 2020. Vous savez à combien ? 50%. Et ce ne sont pas les quotas pour le coup, c'est de la sensibilisation qui explique au jury comment fonctionnent les stéréotypes de genre sous forme de biais cognitifs et pourquoi ces biais cognitifs peuvent les amener à sous-évaluer
les CV des femmes, qui souvent d'ailleurs les empêchent de les auditionner, parce que c'est sûr qu'on ne risque pas de les recruter si on ne les auditionne pas. Hein. Donc déjà, il faut franchir cette première barrière, et on se rend compte que quand on franchit cette première barrière, grâce à la sensibilisation, le jury va se comporter aussi différemment lors de l'audition, dans la façon d'interroger les candidates, pour faire attention justement de ne pas les amener à justifier leur contribution scientifique, alors que par contre, aux candidats, on ne demande jamais ça. Hein. On parle plutôt d'égal à égal, alors que les femmes... Quelle a été votre contribution, s'il vous plaît, là, dans cette publication scientifique? Non, parce qu'il y a des co-auteurs de poids, quand même. Hein. Non. Maintenant, on ne le fait plus, grâce Et vous à êtes tombé pile à 50%. Madame, voilà. Puis madame, on va prendre toutes les questions pour essayer de répondre à celles des femmes. Merci beaucoup, Elias. Ça a été vraiment passionnant, cette journée aujourd'hui. Est-ce que je peux juste vous prier de vous présenter rapidement? Maëlys Taube, je suis présidente de Nova InTech, qui est une des commissions de Numéum en charge de la féminisation du numérique. Il y a un facteur explicatif qu'on a peut-être légèrement abordé, mais pas de manière directe. C'est le nombre d'hommes embarqués sur ce sujet. Regardez combien d'hommes il y a dans la salle aujourd'hui. Et ça, c'est mathématique. Dans le numérique, les hommes, c'est 85%. Donc si à ces événements, il n'y a que des femmes à chaque fois, on ne va jamais y arriver. Donc merci beaucoup, Elias. Et puis c'est un sujet que porte avec brio Elisabeth. Et demain, j'espère qu'on aura de meilleurs résultats que d'habitude. On va dire que c'était un constat plutôt qu'une... Mais on peut peut-être établir des quotas. Madame. Dans l'Assemblée. Si, mais essayez de parler dans le micro. D'accord. Il y a un sujet... Non, alors rapprochez le micro. Voilà. Il y a un sujet que vous n'avez peut-être pas abordé. Moi, il y en a même plusieurs. J'ai dirigé vous savez, des sociétés et j'ai été dans des boards de sociétés. Et j'ai vécu, compte tenu de mon âge, l'évolution. Et progressivement, il commence à être admis qu'un board qui joue le jeu de la mixité a un fonctionnement beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et moi, ce que je peux constater, c'est dans ma boîte, j'ai fait un management qui me semblait convenir. Enfin, c'est dans le numérique, justement. Il y avait des hommes, des femmes, tout ça. Par contre, j'ai fait très différemment de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, on ne fêtait pas les grands marchés qu'on venait de gagner. Mais il faut quand même faire la fête dans une boîte pour faire de la cohésion. Donc on fêtait toutes les fêtes religieuses ou laïques des gens qui étaient dans la boîte. Il se trouve qu'il y avait 17 origines. Voilà. Donc on faisait des trucs un peu différents. Je vous donne cet exemple aussi bien par la tête. Et je trouve qu'on ne raconte pas assez ces témoignages. Peut-être qu'on avancerait un peu si on faisait ça, il me semble. Et ma voisine, elle a fait un livre, je crois qu'il faudrait qu'elle le montre. Est-ce qu'il y a une question? Bon, alors, monsieur, puis j'ai vu une autre main se lever. Monsieur, vous aviez levé la main ou rapprochez-vous du micro dans le couloir, voilà. Il faut parler avec le micro. Mais il faut l'allumer. Il y a des gens à distance, il faut parler avec le micro. Madame, si vous pouvez, voilà. Et là, ça marche. Donc, je vais dire un truc très intelligent. Olivier de Lapparent, je travaille à Centrale Supélec, juste pour dire une bêtise, mais voilà, c'est un appel public, on se connaît, certaines d'entre nous, on se connaît, c'est qu'en fait, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que si on agit tous ensemble, on pourra faire des choses. Et moi, je travaille à Centrale Supélec, je n'ai pas la capacité à changer le concours, mais si l'ENS, Polytechnique, les ponts, les mines, Saclay, si on est tous ensemble à se dire, on se met dans une pièce et on change le concours, avec la volonté politique, voilà, je pense que ça marchera. Juste d'indiquer qu'en mutualisant, c'est un peu un appel très simple et qui est un peu gratuit, hein, mais que j'en profite pour faire un appel. Voilà, si on est tous ensemble à changer le concours, les choses, on y arrivera. Alors, madame, puis madame, et puis ce sera tout. Allez-y. Dans le micro. Oui, je voudrais juste insister sur 2 points. On dit aux filles qu'elles sont mauvaises en maths depuis
depuis le CP, en fait, hein, et on le répète. Mais on ne change pas la façon d'enseigner les mathématiques. Les filles ont montré qu'elles n'étaient pas plus mauvaises que les garçons. Simplement, peut-être que dans le contexte où elles apprennent les mathématiques, ça ne leur convient pas. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, c'est à l'intérieur de la famille qu'on fait le choix de Parcoursup, le vrai choix, le choix final. Avant ce choix final, les filles se mettent dans tout un tas de possibilités, mais le choix final, il appartient, à partir du mois de juin, juillet, aux familles. Et là, on voit effectivement 3 filles pour 7 garçons qui vont choisir la classe préparatoire. Mais à combien de familles a-t-on dit que, en fait, le facteur de pression dans les écoles d'ingénieurs, car nous sommes un pays d'écoles d'ingénieurs, que le facteur de pression, c'est 1,1. C'est-à-dire que toute fille qui va rentrer en classe préparatoire va avoir une école d'ingénieur. Ou alors elle repartira à l'université parce que ça ne lui convient. Je vous rassure, c'est exactement le discours kantien dans tous les salons étudiants, et je pense que mes camarades font pareil, que les portes sont grandes ouvertes, que la prépa a un intérêt en soi par la formation et la méthode qu'elle apporte, que si on passe la prépa, on aura une école d'ingénieur et un job d'ingénieur, ce qui est encore plus, plus important. 23 ans. Qui est aujourd'hui très valorisant socialement et économiquement dans la société. Madame Merci beaucoup pour cette table ronde. Je ne vais pas revenir sur les points qui ont été évoqués auparavant. Non, mais surtout soyez bref. Donc ne revenez pas, allez au point. Les filles et les mathématiques. Pour la question que je vous pose, c'est pour la formation et les changements de concours éventuellement pour les mathématiques. En médecine, du moins dans les écoles de chirurgie, on a fait intervenir récemment, on a changé un peu, on a fait intervenir les nouvelles technologies, les simulations, et pour justement favoriser les femmes à choisir telle ou telle profession et adapter, c'est-à-dire que l'homme joue le rôle de la femme, parce que c'est mix, mais on utilise la simulation un peu comme dans l'école de l'air, l'espace, au CNES, on utilise des simulations et des escape games. On fait ça dès la 3e année chez les étudiants en médecine, c'est à l'école de Montpellier, maintenant à Strasbourg, et nous, à l'Académie de chirurgie, on favorise ça. C'est un moyen peut-être de changer la méthode d'évaluation à l'ENS ou peut-être même à Polytechnique. Oh non, c'était la première fois depuis 2022 que je passais 1h30 sans parler d'intelligence artificielle. C'est pas de l'intelligence artificielle. Je suis désolé, mesdames et messieurs, c'était la dernière question. Est-ce que l'une d'entre vous veut y répondre sur la simulation? Comment utiliser la technologie, comment avoir, peut-on trouver dans la technologie l'équivalent de la simulation pour la chirurgie et avoir un robot qui aide les filles à apprendre les maths? Je ne sais pas comment dire. Qui s'y colle? Ça ne m'apparaît pas évident. Ça vous saute pas aux yeux. Je pense qu'il faut commencer, j'allais dire, par mieux définir ce qu'on veut sélectionner et évaluer. Après, l'outillage du concours, qui est d'ailleurs commun avec les ENS. Donc on a tout en main pour... Voilà, pardon. Elias Oigny, puis... Juste là-dessus, je sais qu'il y a des expériences qui ont été conduites et qui partent du fait que, et on l'a dit tout à l'heure, très souvent l'enseignement lui-même est biaisé parce que l'enseignant est soumis à des stéréotypes et que des apprentissages par IA, à condition que l'IA soit débiaisée au départ, peuvent permettre, alors en tout cas il y a eu des expériences qui ont été conduites en Chine, je crois, permettre de dépasser certains stéréotypes, mais bon, voilà, c'est à une étape donnée. Donc, vous n'avez pas laissé le mot de la fin à un homme, pas possible. C'est moi qui vais avoir le mot de la fin. Elisabeth Moreno, préférez-vous le pupitre? Alors, ce sera une rude tâche de conclure pareille table ronde. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Quel merveilleux moment pour terminer cette journée. Madame la Présidente, chère Dominique,
Madame la sénatrice, chère Laure, monsieur le professeur Eliès Jouini, merci, merci, merci pour ce que vous faites. Merci pour votre soutien inlassable aux femmes et aux sujets qui les concernent, mais qui concernent toute une nation. Mesdames les intervenantes, quel bonheur de vous écouter. Je ne sais pas, ceux qui doutent de l'intelligence des femmes devraient se frotter à vous de temps en temps. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est 19h20 et après une journée qui a été dense, exigeante, riche en données et en perspectives, j'ai l'honneur de conclure vos travaux. Et puisque je suis très concrètement à la dernière étape avant le cocktail, je vais aller droit au sujet. Je crois que les interventions de toutes ces expertes nous amènent à un constat relativement simple. Nous ne sommes pas face à un problème de compétences. Nous sommes face à une question de décision et de pouvoir. Les données sont connues. Les femmes réussissent leurs études. Elles obtiennent des doctorats. Elles publient. Elles innovent. Et pourtant, à mesure que l'on monte dans la hiérarchie scientifique, leur présence diminue. Ce n'est pas un paradoxe. C'est une mécanique. Oui, nous avons un discours d'égalité. Oui, les chiffres d'accès se sont améliorés, même si je conçois que ce soit lent. Mais l'accès n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, ce sont les décisions. Qui oriente, qui forme, qui recrute, qui finance, qui évalue, qui définit ce que c'est que l'excellence, qui choisit les sujets prioritaires, qui siège dans les jurys décisifs. Tant que ces espaces resteront homogènes, les résultats le seront aussi. Tant que les biais, les préjugés et les stéréotypes de genre qui nous habitent toutes et tous ne seront pas pris à la racine, eh bien, ils persisteront. L'inégalité contemporaine est rarement déclarée. Personne, à part peut-être l'agent orange et quelques pays au leadership rétrograde, personne n'admet qu'il fait tout ce qu'il peut pour que les droits des femmes reculent. Ou alors il faut être sacrément courageux. Il faut reconnaître que les inégalités sont structurelles. Et le danger, ce n'est pas l'injustice visible. Le véritable danger, c'est l'illusion que le problème est réglé. Nous traversons une période de tensions multiples, qu'elles soient géopolitiques, économiques, technologiques, climatiques. Et l'histoire est assez constante. Chaque avancée des droits des femmes produit systématiquement un contre-mouvement. Les enquêtes européennes montrent une polarisation croissante sur les questions d'égalité, que ce soit dans les pays du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. On est en 2026 et sur les 190 nations qui existent sur notre planète, aucun pays ne traite ses filles et ses femmes comme il traite ses garçons sur un Les discours masculinistes prospèrent sur un récit de dépossession. Et ce backlash ne dit pas « Oh, vous allez trop loin ». Ce qu'il nous dit, c'est « Vous n'étiez pas censé aller aussi loin, vu tous les obstacles auxquels vous êtes confrontés ». Mesdames et messieurs, l'histoire nous l'a montré à maintes reprises. Un droit que l'on cesse de défendre devient négociable. Et nous le voyons tous les jours. Un acquis que l'on relativise devient fragile. Et l'égalité n'est jamais acquise. Soit elle est consolidée, soit elle recule. Nous aimons croire que la science est objective. C'est vrai, elle l'est dans sa méthode, mais elle ne l'est pas dans son organisation. Les recherches montrent que les équipes diversifiées produisent davantage d'innovations citées.
Les organisations à gouvernance mixte prennent des décisions plus robustes. Les pays investissant massivement dans l'éducation des filles présentent de meilleurs indicateurs de stabilité et de croissance. Pourquoi ? Eh bien parce que la diversité réduit le risque systémique, parce qu'elle diminue les angles morts, parce qu'elle augmente la robustesse décisionnelle. Et l'homogénéité, elle, n'est pas seulement injuste, elle est totalement inefficace. Et dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, cher Jean, la robotique et les biotechnologies, la question n'est pas symbolique. C'est une question de souveraineté cognitive. Quand on n'écrit pas les règles, eh bien, on les subit. Si les inégalités persistent malgré les lois, malgré les plans, malgré les chartes et les bonnes intentions, ce n'est pas par manque de discours. C'est parce que le pouvoir ne se redistribue jamais spontanément. Nous recrutons plus facilement ceux qui nous ressemblent. Nous valorisons ce qui nous est familier. Nous appelons objectif ce qui correspond à nos propres normes. Ce n'est pas une faute morale. Il n'y a pas de coupable ou de responsable. C'est juste une réalité sociologique. Alors ajoutons à cela un angle mort. Le temps. Les carrières scientifiques reposent sur un modèle de disponibilité continue, de mobilité internationale permanente et de performance linéaire. Si la norme est pensée pour un individu dont les contraintes domestiques sont invisibles, l'inégalité se reconstitue mécaniquement. Ce n'est donc pas une question de capacité, c'est juste une question d'architecture. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Depuis plus d'un siècle, 72 noms d'hommes scientifiques figurent en lettres d'or au premier étage de la Tour Eiffel. Il aura fallu attendre janvier 2026, c'est-à-dire hier, pour qu'une liste de 72 noms de femmes scientifiques soit proposée à la maire de Paris. Parmi elles, il y a une scientifique française qui s'appelle Alice Rocoq, une informaticienne, pionnière dans l'architecture des ordinateurs et visionnaire totalement oubliée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et ce geste dit une chose simple. Les femmes n'ont jamais manqué. C'est juste notre mémoire qui a été sélective. Et j'aimerais rappeler ici une évidence. La seule personne scientifique au monde à avoir reçu 2 prix Nobel est une femme, et elle s'appelle Marie Curie. Et à son époque, personne ne parlait de quotas. Ce n'était pas nécessaire. À son époque, on parlait d'excellence. Les femmes en sciences n'ont jamais été une concession. Elles ont toujours été une évidence. La question n'est donc pas la compétence. La question, c'est l'accès durable et permanent au pouvoir. À chaque étape de mon parcours, qui s'est effectué exclusivement dans des mondes masculins, que j'ai été entrepreneur, dirigeante dans le monde technologique, ministre, ou aujourd'hui dans le monde de l'investissement, j'ai entendu parfois brutalement, parfois très subtilement, « ce n'est pas pour vous » ou « ça va être difficile ». Parfois, ces gens n'ont pas eu le courage de me le dire frontalement. Et je vais vous dire une chose, je ne l'ai pas entendu que de la part d'hommes. Je l'ai aussi entendu de la part de femmes. Et souvent, ce sont les personnes que vous aimez, qui vous conseillent, qui vous accompagnent, en qui vous avez le plus confiance, qui, parce qu'elles ont peur que vous échouiez, pensent qu'elles vont vous protéger en vous disant que c'est bien aussi les cours de cuisine.
J'ai vu des regards qui ont douté. J'ai vu des silences qui ont hésité. Et j'aimerais ici rappeler dans cette salle où il y a tellement de talent et tellement d'intelligence que le talent des femmes n'est pas fragile. Ce qui est fragile, ce sont les systèmes qui ne savent pas ou qui ne veulent pas le reconnaître. Et si nous voulons être cohérents avec notre exigence scientifique, alors nous devons agir au niveau structurel. Nous devons rendre publics les écarts de promotion et de financement, mettre en lumière les bonnes pratiques, d'où qu'elles viennent, des institutions comme Dauphine et toutes celles qui ont été représentées aujourd'hui, dans la politique, mais il faut aussi ne pas hésiter dans les entreprises à parler de celles qui font bien, parce que ça donne des idées. Tout comme il ne faut pas hésiter à dénoncer celles qui font du gender washing. Maintenant que je ne suis plus en politique, je peux le faire. Il faut aussi intégrer des indicateurs d'égalité dans les critères d'attribution des ressources financières. Parce que c'est super d'avoir de très bonnes idées, mais si on n'a pas d'argent pour les mettre en œuvre, on n'y arrive pas, tout simplement. Et l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis se sont attachés en tout premier lieu au budget de USAID, c'est parce que 80% des femmes en bénéficient. Il faut aussi réviser la définition de l'excellence pour inclure l'impact. C'est super ce que Laure décrivait tout à l'heure. C'est formidable que chacune et chacun d'entre nous dans cette pièce prenions une jeune fille par la main et lui disions « tu peux réussir, tu peux y arriver ». C'est formidable que nous prenions un garçon par la main et qu'on lui dise « tu sais, tu ne seras pas plus puissant ou plus viril si tu méprises ou si tu insultes une femme ». Mais à coup de 1, on n'y arrivera jamais en fait. 2074, on ne sera même pas là pour le voir. Moi, j'aimerais bien le voir quand même. Et je rejoins Isabelle Régnier, il faut évidemment former, sensibiliser systématiquement aux biais cognitifs, que ce soit les parents, les professeurs, les entreprises, mais la société tout entière. Il faudrait que chacune et chacun d'entre nous ayons une petite tirelire dans laquelle on met 10 € à chaque fois qu'on a un biais. J'en connais qui vont s'appauvrir. Mesdames et messieurs, l'égalité n'est pas une option politique. C'est une condition de performance scientifique et aussi de performance nationale. Parce qu'aucune nation au monde ne peut réussir en laissant sur le côté 50% de sa force, de son talent, de sa motivation, de son ambition, de son envie. Ça n'existe pas. Et compte tenu de tous les problèmes que la Terre porte en ce moment, il est temps qu'on donne la parole aux femmes pour de vrai, pas juste pour faire joli. Je terminerai mon intervention assez simplement. Nous le savons, l'être humain abandonne rarement ses privilèges par bonté d'âme. Les privilèges ne tombent jamais par remords. Ils tombent quand les règles changent et quand ne pas changer coûte plus cher que changer. C'est pourquoi l'égalité ne peut pas reposer uniquement sur la vertu individuelle, parce que personne n'est parfait. Elle doit reposer sur des structures. Alors ne demandons pas au système d'être gentil. Faisons en sorte qu'il soit juste. Dans les décisions sur l'évaluation, dans les décisions sur les recrutements, dans les décisions sur les financements. Dans les décisions aussi de ce que nous appelons l'excellence. Parce que c'est l'excellence qui nous a amenés dans cet étau dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui. Et aussi parce que lorsque l'égalité dépend de la bonne volonté, elle reste fragile. Lorsqu'elle dépend des règles, elle devient durable. Femmes et science, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de pouvoir. Et le pouvoir, dans une démocratie scientifique, doit être organisé de manière juste. Et comme je crois qu'il faut être sérieux sans trop se prendre au sérieux, je vais terminer sur une note humoristique.
Un jour, Marie Curie est interviewée par un journaliste qui lui pose cette question que beaucoup de femmes ont entendue. Madame, qu'est-ce que cela fait de vivre aux côtés d'un génie? Elle réfléchit un instant et elle répond avec malice: je ne sais pas, monsieur. Demandez donc à mon mari. Alors, mesdames, continuez à être des génies en sciences et dans tous les domaines qui vous passionnent, parce que nous avons besoin de vous. Je vous remercie. Eh bien, merci à toutes et à tous pour vos contributions, pour votre présence, votre participation. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, donc il y a un cocktail au premier étage pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges.